Pour le dernier actu et attaque de l'année, on a choisi de le faire sur la thématique des banques, qui est une thématique d'actualité comme toutes les thématiques qu'on aborde ici. Bon, cette thématique pour deux raisons, elle est d'actualité. D'abord parce que dans le cadre d'une démarche qui s'appelle Citoyens engagés, l'IEV avait demandé à attaque, et finalement ça a été fait avec Nicolas Bardos, de faire un papier de discussion sur les banques publiques. La question bancaire est naturellement d'actualité, mais depuis quelques années. La question de la banque publique ne l'est pas tellement, mais on pense qu'elle devrait l'être, et dans la mesure du possible, on voudrait mettre cette question un petit peu dans le débat public et politique. Nicolas fera une intervention sur ce sujet-là. Et puis après, l'autre sujet d'actualité depuis quelques mois, tout le monde en a entendu parler déjà, c'est l'initiative d'une nouvelle banque coopérative, New Bank. Il y en a déjà quelques-unes, mais ceci est une nouvelle initiative qui, je pense, se veut aussi plus importante que ce qui a déjà été fait et qui est très bien. Et Felipe Van Kersville, qui est une des personnes, je pense, à l'initiative de cela avec la CNE et son syndicat, mais aussi avec un certain nombre et beaucoup d'autres organisations, ont lancé cette initiative qui est maintenant sur ses rails. Et Felipe nous fera un exposé, je dirais, de la situation quant au projet lui-même. Nous en connaissons tous quelques lignes, mais certainement pas dans le détail. C'est l'occasion d'en apprendre un peu plus. Et puis surtout, quels sont les développements aussi dans les prochains mois ou l'année ou deux qui viennent. Alors, je propose qu'il y ait une intervention d'une vingtaine de minutes de la part de chacun des intervenants. Éventuellement, j'ajouterai un tout petit complément si je vois en fonction d'autres choses qui sont par ailleurs, puisque ce sujet est débattu dans d'autres cadres. Par exemple, il en a été question dans une assemblée de la Terre Semite à Athènes il y a une grosse semaine. Donc il y a peut-être un autre éclairage à apporter de ce côté-là. Et puis bien sûr, on aura l'occasion largement pendant une grosse heure d'en discuter ensemble. Nicolas. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon réchauffement. J'imagine que ça vous manquera pas. Alors, tout de suite, je me présente que Franco n'a pas fait. Lui est d'origine italienne, moi je suis d'origine hongroise. Alors, quand même, les étrangers vous envahissent, comme vous voyez, ça manifeste. Philippe peut-être, il est belge, mais je ne sais pas si tout à fait. Bolivien. Peut-être. Alors, je suppose d'une certaine manière que vous avez lu ce document, ou bien parcouru au moins, etc. Donc, je ne vais pas trop parler de ce document, sauf la fin, peut-être sur une proposition que nous faisons, Franco et moi, dans ce domaine. Je voudrais simplement attirer votre attention sur quelque chose qui se passe tout à fait récemment et qui est lié à cette question de banque publique. Depuis 2 semaines, nous sommes inondés d'informations qui montrent que, en réalité, nos moindres coups de fil sont déjà écoutés par des oreilles qui ne devraient pas écouter. Et c'est toujours aux États-Unis. En réalité, nous savons que nos messages que nous envoyons par Internet, et nous envoyons tous, j'imagine, ici autour de la table, même à mon âge, j'ai appris à le faire. Et donc, en réalité, le moindre message, en fait, peut être suivi, peut être vu, peut être exploité dans un but ou dans un autre. Alors, sachez tout de suite, toute première chose à dire, que, en fait, les paiements bancaires font partie de ces messages. Donc, vous payez ici en bar, au restaurant, avec votre carte de banque, c'est en fait un passage par l'Internet et qui peut être à Washington par un curieux pour se dire, mais tiens, ils ont une réunion bizarre. Alors, je dirais qu'il faut être terriblement attentif aux dimensions globales de ce que lorsque nous parlons de la banque publique ici en Belgique. C'est lié, je dirais qu'on ne peut pas faire l'économie de voir les dimensions multiples de la chose.
Je mentionne donc cette première dimension qui me paraît vraiment importante et que les informations des dernières semaines ont révélé très fort. Qu'en réalité, nous sommes vus, nous sommes regardés, nous pouvons être exploités et à la limite, nous pouvons même être tués. Et ça, c'est mon deuxième point. En fait, je ne sais pas, vous le savez, ça, que depuis 5 ans, notamment, surtout l'administration Obama, avec l'approbation de tous les pays dits occidentaux, y compris la Belgique, bien entendu, c'est qu'en fait, on utilise des avions sans pilote, qu'on appelle des drones. Alors, ces drones, en fait, peut-être, on dirait, aucun risque qu'on utilise ça contre nous, et donc on va être tranquille, et ailleurs, on tue quelques zigomares, bon, c'est triste, évidemment, mais bon, ça... Mais, quand même, pourquoi l'administration américaine s'intéresse à tous les messages que nous échangeons, que ce soit par téléphone, par Internet, par n'importe quel autre moyen? Pourquoi ça les intéresse? À un moment donné, on pourrait dire que l'Horloge Sud, c'est un endroit de gauchistes. Et on aura des mauvais points, et on aura un mauvais profil, comme ils disent. Et ceux qui ont des mauvais profils peuvent être tués par simple décision du président des États-Unis, n'importe où dans le monde. Alors, je dis, si les informations financières de paiement peuvent être exploitées par des assassins, je n'ai pas autre nom, excusez-moi, peut-être vous me direz que je suis un peu extrémiste, mais je trouve honnêtement, lorsque une personne, sans contrôle judiciaire, sans quelconque justification, peut décider l'assassinat de quelqu'un en dehors de son propre territoire, moi je commence à voir un fausse bleu. Honnêtement, parce qu'ils peuvent considérer que notre réunion ici, c'est une réunion préparatoire à quelque chose qu'on n'aime pas peut-être. Et peut-être ils ont raison, parce que peut-être nous n'avons pas du tout ce qui est, et donc on voudrait le changer. Et donc, ça c'est un peu mal vu. Et donc, je vais Franco, c'était un peu ma surprise pour cette introduction. C'est qu'en fait, parler de banque publique, c'est important, et je reviendrai évidemment sur la chose, mais cette histoire de banque publique, en fait, a des dimensions bien plus importantes qu'on ne pense. Ce n'est pas le simple fait que un service public puisse garantir que vos paiements, quelconque paiement que ce soit, soient opérés sans que quelqu'un d'autre, tierce, puisse le voir. C'est un enjeu déjà en importance. Donc, déjà, la banque publique, déjà en tant qu'outil de paiement, est important. Une banque est essentiellement un outil de paiement. Je dois absolument insister sur ceci, parce que, en fait, on parle beaucoup de crédit à accorder par une banque. Mais le crédit ne survient que lorsque vous donnez l'ordre de payer et vous n'avez pas l'argent. Alors vous dites, prêtez-moi l'argent pour que je puisse payer. On n'emprunte jamais si on n'a pas besoin, bien entendu, parce qu'il faut payer des intérêts, il faut rembourser, etc. Vous connaissez toute la musique. Donc je dirais, voilà une dimension internationale qui va jusque au simple paiement que nous faisons en faveur peut-être des tiers-mondistes, des gauchistes, de PTB, etc. Et donc qui est enregistré à Washington et qui constitue un profil de vous et de moi. Moralité payée en nature. Et en fait, en vertu de ce profil-là, aujourd'hui, chaque jour, on tue au Pakistan, en Somalie, en Afghanistan, des gens. Et si, à un moment donné, à Washington, on trouve que les Européens exagèrent, devient un peu insupportable, eh bien, ils peuvent aussi nous tuer. Je dirais qu'ils se donnent tous les moyens pour le faire. Donc, soyez prudents dans vos paiements. Première chose. Maintenant, banque publique. D'abord, il faut se rappeler des choses. Ici, je crois que je suis le père ou le grand-père de chacun de vous. Je suis tellement je m'en vante, en l'occurrence, parce que moi, j'ai vécu dans cette période où, en fait, en Belgique, il y avait 6 institutions publiques de crédit, jusqu'aux années 90, jusqu'à 20-25 ans, ont fonctionné absolument parfaitement. Ils n'étaient jamais en déficit,
il était en difficulté, il n'y avait pas de faillite, il n'y avait pas de corruption, ça fonctionnait. Et ça depuis le 19e siècle. Et donc, je dirais que ce qu'on nous dit depuis maintenant 10-15 ans, les néolibéraux, qu'en fait, les banques, ça doit être privé parce qu'en fait, l'État n'est pas fait pour cela. Ça, c'est faux. Parce que, en fait, même en Belgique, qui était un pays capitaliste, de bonne loi, je dirais, en fait, faisait fonctionner des institutions publiques de crédit. Mes enfants encore, parce qu'ils ont l'âge moyen ici, mes enfants encore ont eu un carnet d'épargne à la caisse au CGL, à la caisse générale, et qu'ils avaient pour toute leur vie. Maintenant, ça finit parce que c'est absorbé par le Fortis, c'était privatisé. Et ainsi, toutes les autres. Je dirais qu'il y avait vraiment, dans notre dos, d'une certaine manière, on a privatisé sans qu'il y ait de révolution. On s'est révolté contre le démantèlement de la sidérurgie, de l'industrie mécanique, de l'armement naval, etc. Là, on a protesté. Mais pas les banques, c'était bizarre. Il faut être très, très méfiant de cela. Parce que, et ça c'est vraiment à retenir pour toute votre vie, le fait de payer dans notre vie moderne, en 2013, eh bien, c'est quotidien. Nous payons constamment. Du matin au soir, nous faisons des paiements. Et maintenant que ces paiements sont entre les mains, techniquement, je dirais, entre les mains des banquiers, eh bien, ça signifie que véritablement, nous sommes en réalité sous le contrôle du système bancaire. Alors, ça c'est inéluctable, je dirais, de devoir payer, de pouvoir payer par notre carte bancaire, carte de crédit, tout ce que vous voulez. Je dirais que moi je ne suis pas contre, moi je trouve que c'est un progrès technique absolument intéressant, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile à payer ici en bas, en glissant un machin, une carte, et faire introduire mon code, et ça fait, je n'ai pas d'argent sur moi, et donc je peux me débrouiller très bien. Donc je suis pour ça, mais je ne sais pas que ce soit sous le contrôle des banques privées et indirectement sous le contrôle de Washington. Ça, je n'aime pas. Et ça, je dirais, ça c'est l'enjeu de banque publique. Banque publique qui déjà empêche, s'il est correctement organisé, ce qui n'est pas encore prouvé, mais s'il est organisé correctement, on ne livre pas les informations à des puissances étrangères. C'est la trahison. Jadis, on pendait les gens pour ça. Parce qu'on a trahi. Aujourd'hui, on donne toutes les informations, toutes les banques donnent des informations à différents endroits. Donc, ça, c'est une dimension souvent on traite moins. On pense, et d'ailleurs le titre de ce document le trahit d'ailleurs très bien, en disant « Banque publique, tutti quanti », pour financer l'économie réelle. C'est certainement important, mais il y a quelque chose qui est antérieur, c'est les paiements. C'est vraiment les paiements qui sont importants, qu'ils soient réservés à un service public qui est une banque, qui pourrait être une banque publique. J'ai payé combien de temps déjà? 10 minutes. D'accord. Alors, d'où alors, je dirais, notre idée de foncer sur des alternatives. Une des alternatives que je ne vais évidemment pas aborder, c'est certainement cette nouvelle banque coopérative dont Philippe nous parlera, où en fait ces initiatives ont été prises déjà sous d'autres formes aussi. Il y a Crédal notamment qui a été constitué il y a 20 d'années et d'autres. Qui s'occupe? Oui. Ça va maintenant? Oui, parce que vous devez attendre. Si vous faites comme ça, d'accord? Ça, c'est une forme d'organisation. Maintenant, il n'en résulte pas qu'on puisse tout de suite résoudre tous les problèmes de paiement et de crédit. Parce que ces institutions sont relativement petites et qui présupposent, pour pouvoir opérer des paiements dont je parle, de grandes banques ici privées, imaginez que chaque jour, il y a à peu près quelques millions par jour, quelques millions de paiements. Ce qui est normal, parce que pensez à votre vie simplement, vous
utilisez combien de fois par jour déjà la carte de banque. Et donc, chaque fois, ça signifie que l'ordinateur de la banque est concerné. Mais évidemment, vous faites aussi d'autres opérations. Vous faites des crédits hypothécaires que vous connaissez peut-être plus, parce que si vous remboursez une dette que vous avez acheté un appartement ou bien quelque chose, ou bien les entreprises connaissent mieux les autres types de crédits, eh bien, en fait, ça signifie des innombrables d'opérations. Les entreprises font à peu près 2/3 des opérations, des particuliers 1/3. Donc, ce que vous payez, représente que la majorité des paiements. Les opérations de crédit aussi sont en majeure partie faites par des entreprises. Et je dirais que donc, autrement dit, l'enjeu de banque publique, c'est précisément à grande échelle pouvoir le faire. Je ne dis pas que les crédits des banques coopératives ne pourraient pas atteindre une grande échelle. Moi, je connais bien la Suisse, où en fait, il y a des grandes banques coopératives qui fonctionnent parfaitement. Ceux qui n'ont jamais traversé la Suisse, il y a le Migros, le grand magasin Migros, en fait, qui a une banque aussi. Cette banque Migros fonctionne parfaitement, n'a eu aucune difficulté en 2008. Ce qui est frappant, c'est les banques privées qui ont eu des difficultés, et en fait, l'État les a soutenues. Mais ce n'est pas du tout les banques coopératives, parce que les banques coopératives ont des règles tellement strictes dans le fonctionnement qu'ils ne peuvent pas avoir des difficultés comme les banques privées en avaient en 2008. Et donc, je dirais que les banques coopératives ont cet avantage, peuvent avoir une certaine dimension, mais simplement y arriver, c'est relativement laborieux. Donc, il en résulte que, inéluctablement, on doit avoir des grandes banques qui sont capables de gérer un très grand nombre d'opérations avec tout ce que ça implique. Je peux entrer en détail, si vous le souhaitez tout à l'heure dans le débat, je peux donner des détails combien des banques traitent des opérations relativement complexes, pas compliquées, mais complexes simplement, et qu'il faut avoir des outillages pour pouvoir le faire. Donc, c'est l'idée d'une banque publique. Alors, en banque publique, en Belgique, on est très bien parce qu'on a déjà une banque publique. J'espère que vous savez laquelle. Mais l'ancien crédit communal, qui est devenu, en fait, qui était absorbé dans une autre entité avec les banques françaises, qui a fait faillite, qu'on a sauvé avec notre argent, sans nous demander d'ailleurs, ni au Parlement d'ailleurs, et donc, après, on a nationalisé. Maintenant, l'État belge est propriétaire à 100% de successeur de crédit communal qu'on appelle Belfius maintenant. Je suppose que le changement de nom n'était pas par hasard, c'était probablement pour camoufler la chose, pour nous faire oublier qu'il y avait un crédit communal. Le crédit communal qui était une excellente institution publique de crédit qui fonctionnait pendant 120 ans, sans problème quelconque. Ah bon, c'était privatisé. Et puis maintenant, on est renationalisé. Alors l'enjeu ici est relativement simple. C'est simplement convaincre nos politiques de garder précisément cette participation 100% dans Belfius et transformer en Belfius en une banque publique. C'est-à-dire que, où en fait, le regard, le contrôle parlementaire, le contrôle de la société civile puisse être assuré pour que ça fonctionne correctement. Si tout à l'heure vous avez envie d'entrer dans les détails, comment peut-on penser cela, évidemment je suis prêt à le faire. Mais notre persuasion de nos dirigeants, je dirais, n'est pas garantie. Il est possible que nous devons nous abattre peut-être à des propositions beaucoup plus simples. Et je voudrais avancer toute autre proposition. Moi, j'étais ici extraordinairement frappé du fait que je vais dans n'importe quel endroit où on peut payer avec une carte, qu'en réalité, dans un taxi, dans une banque, dans un grand magasin, je peux indifféremment utiliser des cartes de telle banque ou de telle autre banque, etc. Alors, je faisais une petite enquête chez mes anciens amis banquiers, et en fait, je réalisais que en fait, c'est un système informatique qui gère toutes les utilisations sur des cartes. Autrement dit, la fameuse concurrence
qui existerait entre les banques. Je n'ai jamais cru qu'il y ait une concurrence entre les banques. Eh bien, c'est un bon exemple. Il n'y a pas de concurrence, il y a un seul système informatique qui gère pour toutes les banques. Donc, c'est vraiment un service public par excellence. Un service public comme l'eau, l'électricité, des routes, tout ce que vous voulez. Donc, il faut tout de suite nationaliser ça. Tout de suite nationaliser. Pour empêcher, d'abord, pour garantir que ce paiement soit fait correctement pour l'ensemble des citoyens, à des prix raisonnables et pas en nous tapant sur les cartes de crédit et cartes de banque à chaque tournant. J'espère que vous avez remarqué déjà ce que vous payez pour une carte bancaire ou une carte de crédit. Et en même temps, garantir pour que les informations qui passent par le système de paiement ne soient pas communiquées à des tierces, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc je dirais que c'est un peu abstrait comme revendication, mais en fait vous êtes quand même l'utilisateur immédiat, parce que vous utilisez tout le temps ces cartes, et vous voyez que les cartes sont acceptées ici en bas dans le restaurant. Vous pouvez utiliser n'importe quelle carte, que c'est une carte de banque de n'importe quelle grande banque, que ce soit une carte de crédit de n'importe quel système, que c'est Visa ou Master ou j'en sais rien, quels sont les noms de ces cartes, toujours un peu mi-américains, eh bien, en fait, sont acceptés. Parce que ça montre que ça entre dans le même ordinateur, évidemment. C'est tout à fait clair. Donc là, je dirais, et c'est significatif, je dirais que même à une valeur politico-symbolique. C'est qu'en dire que, en fait, ce service est public, réservé à tout le monde, et que ça doit se transformer en service public. Ce type d'étatisation entraînera beaucoup d'autres choses sur lesquelles, si vous voulez, on peut revenir tout à l'heure, on pourrait détailler. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin. Dans le document, vous voyez d'autres propositions. Comment pourrait-on imaginer que la participation de l'État dans différentes banques, suite à leur sauvetage, comment en fait cette partie peut être extraire éventuellement de ces banques, sauver et rendre public. Là, il y a des séries de passages techniques qu'on doit imaginer. Mais donc, retenez simplement cette idée, première idée pour le débat, une banque publique, pour le grand nombre d'opérations, vraiment s'impose, et c'est important qu'il y ait des guichets partout, qu'il y ait un réseau vraiment. Et deuxièmement, que l'infrastructure informatique soit immédiatement rendue publique. Parce que, d'une part, ça vous garantit que c'est utilisable à tous les citoyens à bas prix, et deuxièmement, pour que les données ne soient pas communiquées vers l'extérieur. Merci de votre attention. Je vais passer sans transition la parole à Philippe. Et puis alors, je reviendrai peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, pour apporter un tout petit complément. Mais d'abord, Philippe, ta présentation. Je crois que je vais faire assez vite parce que je suppose, mais dites-moi, je vous ai tous déjà entendu parler. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tout s'en va. Bon. Voilà, c'est pas grave, on peut faire ça aussi. C'est le contrôle. C'est effectivement à Washington, quelqu'un a dit que c'est bien, on ne peut pas projeter ces trucs, bon voilà. Mais je vous ai tous entendu parler déjà du projet Newbie, ou c'est pas le cas? Pas tellement? Ok. Donc, si on n'avait pas coupé la projection, vous pourriez assister à un pastiche de Magritte avec ce que c'est le fameux tableau « Ceci n'est pas une pipe ». La première diapositive que j'aurais voulu projeter, c'était « Ceci n'est pas encore une banque ». De quoi parlons-nous? On parle d'une coopérative qui s'appelle Newbie, qui a été fondée il y a un an et demi officiellement, mais qui a fait sa sortie publique le 24 mars dernier, en appelant les citoyens et citoyennes qui le souhaitaient à devenir membres de cette coopérative pour une participation modeste de 20 €. Et nous avions, les créateurs de cette coopérative, l'ambition de trouver 10 000 coopérateurs en 3 mois, c'est-à-dire entre le 24 mars et le 6 juillet. Et les 10 000 premiers étaient là le premier jour, et aujourd'hui on est à peu près à 50 000 coopérateurs. Donc ça a monté très vite au début, et puis ça a monté un peu moins vite forcément, mais il y a donc aujourd'hui 50 000 personnes en Belgique. Ne croyez pas qu'il y ait un petit malin qui a acheté 40 000 parts à lui tout seul, parce que, y compris ceux qui ont essayé, la machine refuse quoi. Donc si c'est la même identité, aujourd'hui vous êtes déjà titulaire d'une part, donc on ne peut pas acheter 2 parts.
Si ce n'est pas une banque, c'est quoi? C'est une société coopérative qui vise à favoriser, mettre en œuvre le lancement d'une banque. Puisque vous voyez que le succès est important, il n'y a pas beaucoup de suspense sur les décisions que prendront les assemblées générales qui sont convoquées le 6 juillet pour les 47 000 à peu près coopérateurs. L'assemblée générale va décider effectivement de mettre en route le gros travail de lancement d'une banque. Alors, peut-être deux, trois mots, c'est difficile, j'aurais préféré suivre là-dessus, mais c'est pas grave, sur pourquoi on a lancé cette coopérative et qui l'a lancée. Les initiateurs, c'est d'abord le réseau Financement Alternatif, qui est une ASBL qui travaille depuis pas mal d'années, que je pense Nicolas connaît bien, qui fédère en Belgique tous ceux qui essayent de faire de la finance autrement. Donc le Crédal, dont Nicolas a parlé, mais plein d'autres petites organisations qui, au niveau local ou d'un secteur donné, essayent de permettre aux gens d'employer leur argent pour autre chose que le système financier classique. Ce réseau a, il y a environ 3 ans, en 2009, sans doute motivé par l'aggravation de la crise financière et le scandale du sauvetage des banques, appelé une série d'organisations à dire si on réfléchissait ensemble à la création d'une banque. Vous voyez que ça a pris du temps puisque on a commencé à réfléchir en 2009 et on a annoncé officiellement le lancement de la coopérative en mars 2013, donc ça prend du temps. Quelles sont les organisations qui ont répondu oui? C'est par exemple une bonne partie du monde syndical belge. Pas tout, encore que maintenant, tout récemment, on peut dire que la totalité, c'est celui-là, je crois. Non, celui-là. Je pense maintenant que la totalité des syndicats en Belgique sont membres de la coopérative. Les grandes mutualités, des ONG bien connues du public comme le CNCD 1111 ou des choses comme ça. Et puis une myriade de petites associations, parfois très locales. Il y a des maisons de quartier, des réseaux de maisons médicales, des associations très sectorielles comme des associations qui travaillent dans les dos détenus. Enfin, donc je ne vais pas faire la liste se trouve sur le site si vous voulez, donc il n'y a pas de secret là-dessus. Mais décidément, ils sont forts à Washington. Qui ont dit ok, on va réfléchir ensemble. Et qui ont commencé par mettre un peu d'argent, parce que réfléchir de manière professionnelle à un projet aussi compliqué que lancer une vraie banque, c'est un très gros travail. Et donc il a fallu d'abord avoir quelques centaines de milliers d'euros, qui était l'espèce de mise de départ, si vous voulez, qui était mise en route par ces organisations, dont mon syndicat par exemple, pour dire ok, on va se permettre d'embaucher quelques personnes qui vont, de manière professionnelle, réfléchir à ce qu'on peut faire comme banque. Et donc on est arrivé avec une proposition de banque coopérative, dont le logo que vous ne voyez pas sur l'écran est un arbre, avec au centre de l'arbre le citoyen et la citoyenne, autour de l'arbre 4 fruits, sous forme de 4 grandes valeurs que je vais parcourir avec vous rapidement, et en dessous de l'arbre des racines qui plongent dans la société. L'idée c'est que cette banque doit être enracinée dans une société. Quelles sont les valeurs de cette banque? D'abord c'est une banque participative. Son statut c'est le statut d'une coopérative. Alors une coopérative, vous savez ce que c'est? C'est non pas comme une société anonyme dans laquelle c'est 1 euro égale une voix. Si vous avez une action d'ArcelorMittal, c'est très bien. Mais M. Mittal, peut-être lui possède 100 millions d'actions. Donc le jour où il faut voter, eh bien vous aurez une voix, et M. Mittal aura 100 millions de voix. Je ne suis pas sûr des chiffres, hein, vous avez compris le principe. Dans une coopérative, c'est une personne, une voix. Alors je serai un peu plus précis tout de suite pour dire, il y a 3 collèges, donc c'est un peu plus compliqué que ça, mais le principe c'est, chaque membre de la coopérative a une voix. C'est aussi une coopérative qui vise à favoriser des échanges entre membres, ce qu'on appelle une plateforme sociale. L'idée c'est que les clients d'une banque, dans ce cas-ci, ne sont pas seulement des clients, mais ce sont des gens qui ont des projets, ils ont besoin d'argent à un moment donné, pour leur maison de quartier, pour leur école, ou pour leur petit commerce. Ou bien ce sont des gens qui ont un peu d'argent à un moment donné, mais qui aimeraient bien se dire j'ai 10 000 euros, qu'est-ce que je pourrais en faire? Donc l'idée c'est que la banque est aussi un endroit où les clients échangent entre eux, par les principes du financement participatif, on peut détailler ça un petit peu, mais la banque est aussi un service de facilitation de contact entre les coopérateurs, ceux qui ont trop d'argent à un moment donné, ceux qui ont besoin d'argent à un autre moment. Le caractère participatif, j'en termine, se marque aussi par le fait que
beaucoup d'organisations de la société civile belge sont membres de cette banque. Et donc, si vous participez à une maison de quartier, vous participez à une mutualité, vous participez à un syndicat, ATTAC pour être membre de la banque, par exemple, vous participez à ATTAC, eh bien, à travers cette organisation-là, vous participez aussi à la direction de la banque. Parce que peut-être que comme simple coopérateur, vous n'avez pas envie, vous, d'aller à l'Assemblée générale, qui aura lieu au ESL le 6 juillet. Il n'y aura pas, je pense, 47 000 personnes qui vont venir à l'Assemblée générale, j'espère, sinon on sera très embêtés. Mais on peut participer en disant, moi, je sais que mon organisation défend telle ou telle approche dans la banque dont elle est fondatrice. Donc, premier fruit ou première valeur de cette banque, c'est une banque participative. Deuxième valeur, c'est une banque sobre. Vous savez que les banques, quand elles gagnent de l'argent, ça arrive, distribuent des dividendes. Le statut de coopérative en Belgique, qui a été choisi pour la Newbie, interdit que les dividendes dépassent 6%. Ça veut dire qu'ils peuvent être plus faibles, peut-être que certaines années, au début, sûrement, ils seront nuls. Les dividendes et les profits, merci beaucoup. Merci Maurice. Mais en tout cas, jamais, parce que ce sont les statuts, c'est pas une décision de l'Assemblée générale ou que sais-je, cette banque ne pourra distribuer plus que 6% aux coopérateurs. Vous avez 1 000 euros, par exemple, dans cette banque, comme citoyen, comme citoyenne, eh bien, vous n'aurez jamais plus que 60 euros de bénéfices par an. Donc, il y a un plafond à la volonté de lucre dans cette banque. 6%, c'est 6%. Donc, chaque année, si tu as 1 000 euros de capital, chaque année, tu vas avoir 60 euros de dividendes maximum. Et donc, ton capital, il reste 1 000 euros, sauf si tu décides de remettre. Donc, il n'y a pas d'indexation. Et le plafond, c'est un plafond éternel, si je peux dire. Quoi que ça fera partie des débat, c'est-à-dire, dans ce monde, il n'y a rien qui est éternel. Donc, on a tenté de construire une banque avec un ADN presque impossible à modifier. Je vous expliquerai comment. Dans cette banque, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de parachute doré, il n'y a pas de salaire variable extraordinaire. Il s'agit de payer correctement les gens qui vont y travailler. Et y compris, il y aura des dirigeants bancaires qui vont être payés correctement. Mais leur salaire, c'est un salaire conventionnel, fixe, il n'y a pas de bonus ou de trucs. L'idée, c'est d'avoir une gestion simple, d'avoir pas de grands bâtiments et pas de bureaux, d'utiliser les bureaux et les locaux des organisations membres pour installer dans les mutualités, dans les syndicats, dans les maisons médicales, des bureaux temporaires ou mobiles. Par exemple, tous les lundis, vous auriez le bureau de la banque dans le locaux de votre mutualité ou choses comme ça. Ce qui permet de faire une banque qui ne coûte pas cher aussi. On n'est pas en mesure de lancer une banque qui aurait le même réseau d'agences que Fortis. C'est une banque transparente, ça veut dire que les produits qu'elle vend sont extrêmement simples. On devra peut-être discuter, et sans doute que là-dessus, l'immense science de Nicolas est précieuse, et moi je ne connais pas grand-chose dans le monde bancaire. Mon métier, c'est syndicaliste, mais c'est une banque qui a l'ambition d'être une caisse d'épargne. Alors évidemment, là, normalement, Nicolas devrait sursauter, puisque une banque et les caisses d'épargne, ce n'est pas la même chose. Donc on va demander la licence bancaire pour faire tout ce que fait une banque, y compris cette nouvelle banque aura le droit d'octroyer du crédit et de produire et de fabriquer de la monnaie, le droit de le faire, puisqu'on sera une banque en droit belge, avec tous les avantages et les sécurités et les exigences très lourdes qui s'appliquent à n'importe quelle banque. Mais ce qu'on veut faire, c'est ce que faisaient dans le temps les caisses d'épargne. Savoir permettre aux gens de mettre leur argent sur le compte, faire du crédit hypothécaire, permettre aux gens d'avoir une carte de banque, aussi une carte Visa ou Mastercard, des produits d'assurance simples qui sont liés à l'activité de la banque. Si vous avez un crédit hypothécaire, il faut une assurance liée à ce crédit hypothécaire. Mais dans cette banque-là, on ne vous proposera pas des placements, des produits financiers complexes ou de la spéculation ou que sais-je. Ce sera ce à quoi servait dans le temps la CGR ou le crédit communal. Tout ce que la banque finance, puisqu'une banque, elle prend votre argent comme épargnant, mais elle le prête à d'autres qui en ont besoin, tout ce que la banque finance doit être local, lisible, visible. Donc, il n'y aura rien dans la politique de crédit de cette banque dont on vous dira, oui, là, on a prêté un truc, mais on ne saurait pas vous expliquer ce que c'est. Parce que c'est des sociétés qui ont titrisé des produits risqués sur la réassurance de l'immobilier en Californie, on ne sait pas vous expliquer. Donc, si on prête à une entreprise, à un hôpital, à une école, si on prête à monsieur Dupont qui s'achète une maison, eh bien on peut dire, voilà, on a prêté autant d'argent à telle entité pour faire ça, et vous pouvez aller voir de quoi il s'agit.
Ça veut dire qu'il y aura une lisibilité, une transparence de la politique de crédit de la banque. Troisième, non quatrième déjà, j'ai dit participative, c'est une coopérative qui est dans les mains de ses membres, elle est sobre, c'est une banque simple, pas chère, dans laquelle personne ne fera fortune, une banque transparente. Quatrième et dernier fruit ou valeur, c'est une banque au service d'économie réelle, donc ça veut dire qu'elle veut investir dans des activités durables socialement et écologiquement. Le fait qu'il y ait un centre d'organisation sociale dans le conseil d'administration et l'assemblée générale de la banque fait qu'on ne va pas tomber dans le piège de certaines banques durables aujourd'hui qui font dans l'écologique, mais qui par exemple vont prêter de l'argent à des entreprises qui sont socialement assez peu recommandables, mais qui font des trucs très écolos, du compost ou du recyclage, je sais pas quoi. C'est du social, du durable à la fois, social et écologique. Listenant à strict toute entreprise qui traficote avec des paradis fiscaux, qui est accusée de fraude, qui a des comportements anti-syndicaux dans l'entreprise, etc. Et sur le liste noire, on ne lui prête pas, etc. Donc ça, c'est les valeurs de cette banque. Alors vous pourriez me dire, et j'espère qu'il y aura un peu le temps pour en discuter, est-ce qu'une telle banque locale, sociale, participative, qui n'est pas orientée vers le profit, c'est possible? Mais, vous voyez ici, on n'a pas mis le détail, mais il y a une série de pays dans le monde dans lesquels de telles banques existent. Au Québec, la Caisse des Jardins, ou en Espagne, la coopérative Mondragon sont des banques très importantes. Donc ce ne sont pas des petites banques, comme on pourrait dire, ou des projets très sympathiques et très utiles comme le Crédal, mais qui sont d'une dimension très limitée. Il y a dans une série de pays des grandes banques qui sont la première banque de millions de gens. Quand je dis première banque, vous me comprenez bien, c'est la banque sur laquelle votre salaire arrive. C'est la banque à partir de laquelle vous faites vos paiements de tous les jours. Moi, j'ai un peu d'épargne chez Triodos, mais Triodos n'est pas du tout ma banque, parce que je ne sais pas faire un virement depuis Triodos. Et donc, si un jour j'ai besoin de cet argent-là, je dois aller dire à Triodos, vous renvoyez l'argent sur mon compte à vue, et de ce compte-là, je pourrais faire un virement. Ici, c'est une présentation de promotion de la Newbie, donc on a tenté de situer les acteurs. Vous voyez tout à fait à la gauche de l'écran pour vous les banques les plus antisociales, des banques d'investissement, des grandes banques, des banques étrangères qui sont tout à fait orientées vers le profit à court terme, vers la spéculation. Puis vous avez au milieu de terrain des banques locales. Par exemple, le CPH, ça n'est absolument pas une banque d'idéalistes ou du mouvement social. C'est une banque privée, marchande, mais qui fait du crédit local, un crédit provincial crédit professionnel du NO. Bon, c'est une banque qui n'a pas subi de contre-coup à la crise parce que leur politique de crédit, c'est déjà assez bien ce que nous disons qu'il faut faire, c'est une politique de crédit à des entreprises et institutions locales. Newbie veut se situer, avec la banque que nous allons décider de lancer le 6 juillet, tout à l'avant-garde ou à l'avant-plan du banquet à la fois local, social, durable et participatif. Ça, je passe, ce n'est pas tout à fait nécessaire. Oui, l'idée, c'est de prétendre à arriver à 100%, s'approcher le plus possible de 100%, d'une série d'objectifs, ceux que j'ai cités déjà, mais aussi un rendement financier. Il ne s'agit pas de faire une banque qui tombe en faillite après 2 ans, ou qui doit vivre du sauvetage de l'État, et un rendement sociétal. Il faudrait que l'argent qui est dans cette banque porte des fruits dans la vie de société. Concrètement, si on veut s'intéresser à cette banque, il y a une manière d'y accéder, c'est de taper l'adresse je prends part en un mot.be qui permet d'arriver sur le site. Cette image-ci est très ancienne puisqu'elle a été prise le 2e ou 3e jour. Il y avait 17 000 coopérateurs. Je vous dis, je crois que maintenant on est à 47 ou 47 000. Voilà, alors je crois que ce qui est important, c'est de se dire que beaucoup de citoyens, beaucoup d'organisations, beaucoup de militants de ces organisations-là, surtout à partir de 2009, du crash de Dexia et de la crise financière, se sont dit on voudrait vraiment avoir une banque qui soit notre première banque, sur laquelle on puisse faire verser notre salaire, et ne plus être obligé d'avoir une banque qui fait partie du système semi-criminel des banques multinationales privatisées dans lesquelles on est aujourd'hui,
juste parce qu'on n'a pas le choix. Voilà, moi, mon salaire, il est versé aussi sur une de ces banques-là. Parce que je peux difficilement demander à l'organisation de me donner une enveloppe avec des billets tous les mois. Et puis j'ai besoin de carte en contact, j'ai besoin de payer mes factures, enfin bon, voilà. Donc ça, c'est l'idée de dire on voudrait permettre aux citoyens et à des organisations, à des institutions, même à des entreprises, de se libérer de l'obligation qui est faite aujourd'hui à tout un chacun. Je pense que c'est le cas de tout le monde aujourd'hui. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui n'est pas client d'une banque privatisée marchande, j'aimerais bien qu'il m'explique comment il fait. Et on voudrait permettre l'alternative. Et l'autre élément important, je crois souligner, c'est que, bien sûr, on ne va pas, dans le futur prévisible, remplacer les banques Fortis, Deutsche Bank, Belfius et autres. Si on arrive à prendre quelques pourcents du marché, ce serait déjà un exploit. Mais quelques pourcents du marché, donc par exemple 100 000 clients, l'objectif qu'on donne c'est 100 000 clients, ça permet d'avoir une banque qui est dans le système, qui utilise ce système banque contact dont Nicolas a parlé, qui fait partie des acteurs du système bancaire réellement existant en Belgique. Et donc ça veut dire qu'on doit faire la démonstration qu'une banque sans bonus, sans spéculation, sans relation avec les paradis fiscaux, c'est que même Belfius, la banque qui appartient à 100% à l'État belge, elle a des relations avec des centaines de filiales dans les paradis fiscaux. Nous voudrions faire la preuve que ça n'est pas nécessaire. On veut faire une banque qui fonctionne, qui paye son personnel, qui rend des services à ses clients, et même si possible qui gagne un peu d'argent, qui se porte bien, sans tout ça. Et donc c'est aussi une forme de contestation du système, de dire on peut de l'intérieur montrer qu'une autre banque est possible. Alors évidemment ça ne suffira pas, mais au moins ça peut faire partie des dispositifs qui changeraient le système bancaire. Voilà, je pense que c'est mieux peut-être de ne pas être plus long que ça et répondre aux questions. Bien, merci à Nicolas et Philippe d'avoir été très, très concis et succinct. Effectivement, ça nous laissera le temps de la discussion. Avant de vous passer la parole, je voudrais peut-être ajouter une ou deux petites choses et puis poser une question, je dirais, de l'un vers l'autre, à Nicolas et Philippe. Nicolas a très bien expliqué, je dirais, les implications et l'importance du système des paiements, système unifié de paiement, et des capacités de surveillance, effectivement, entre autres choses, qui peut être fait par ce biais-là. Je voudrais faire part ici à ce sujet-là d'une proposition qui a été faite à Athènes dans l'Assemblée, où on discutait aussi de la question bancaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça pourra venir à un stade ultérieur quand on reparlera de l'intersummit d'Athènes, probablement à la rentrée. Mais quand même, sur ces sujets-là, il y a une proposition qui recoupe très fort celle-là, et qui était de demander, par exemple, on parlait de la Banque centrale et du rôle que la Banque centrale pourrait avoir. Quelle nouvelle Banque centrale, quelle nouvelle fonction souhaiterions-nous pour une banque comme celle-là? Une des propositions qui a été faite et qui fait sens et qui rejoint ce que Nicolas a dit, c'est qu'une banque centrale pourrait effectivement reprendre les rôles qui sont couverts par des banques ou des organismes plutôt comme Clearstream, Euroclear, voire Swift, qui gèrent en fait les transactions, qui gardent la mémoire et qui gèrent les transactions entre banques au niveau international, mondial. Et une des justifications qui avait été donnée, là, effectivement, c'est d'utiliser ces outils aussi comme organes de surveillance et de contrôle, mais par exemple pour avoir une surveillance, une vue sur les transactions qui se font, par exemple, avec les paradis fiscaux. Donc c'est très bien, je dirais, de déclarer qu'on veut surveiller les opérations et mettre un terme. Encore faut-il en avoir les moyens et effectivement avoir le contrôle sur les moyens de paiement, outre les avantages que Nicolas a rappelés, permet dans l'autre sens d'avoir une vue de très haut sur tout ce qui se passe à ce niveau-là, et donc d'avoir des moyens sans doute très efficaces de lutte. C'est une raison supplémentaire pour demander, exiger que ces réseaux deviennent des réseaux, des services, en fait, soient gérés comme des services publics sur lesquels aussi des banques, des nouvelles initiatives qui n'ont pas une infrastructure ou des moyens très importants,
l'initiative ici montre que ce n'est pas aisé, ça prend des années pour le faire. Si naturellement on peut disposer comme d'un service public d'un réseau de paiement comme celui-là, c'est quand même, on facilite l'entrée sur le marché, appelons-le comme ça, de nouveaux acteurs. Donc ça permettrait le développement d'initiatives comme la NUBI. Donc d'où l'importance de faire de ces réseaux des services publics. Un autre point, effectivement, je dirais, sur lequel Nicolas a un tout petit peu moins insisté, il en a parlé bien sûr, c'est l'importance de la banque comme l'organe, l'outil où sont délivrés les crédits. Et naturellement, quand on délivre un crédit, on peut délivrer ou pas aujourd'hui sur des critères principalement de rentabilité. On vous accorde un crédit si vous êtes en capacité de rembourser les taux d'intérêt qui sont les taux d'intérêt du jour. Et donc, vous devez arriver dans une banque, en gros, avec un projet qui est économiquement rentable. Vous pouvez venir aussi avec un projet qui est socialement très utile. Mais si vous n'en faites pas la preuve de la rentabilité ou de votre capacité à rembourser, ça pourra rester sans crédit, sans la possibilité d'avoir un crédit, et donc sans suite. Donc, comme source, je dirais, de crédit, la banque peut aussi, si on a des banques qui ne sont pas uniquement privées, qui accordent des crédits sur des bases de rentabilité, principalement, essentiellement, s'il y a une vraie politique de crédit pour orienter l'activité, on se donne des moyens de sa politique, finalement, de ce qu'on veut générer comme économie. Donc c'est un outil également, les banques, important de reconversion éventuellement industrielle ou économique et sociale. Donc là aussi, je dirais, on peut souhaiter des reconversions, mais si on ne se donne pas les moyens, et les banques sont à l'évidence un moyen très important. Bon, ça c'était un tout petit complément que je voulais apporter par rapport à ça, et on pourra en revenir dans la discussion. Maintenant, j'ai une question pour Felipe, parce que c'est un projet qui est neuf, donc il nous a apporté déjà beaucoup d'éléments, et vous aurez des questions, mais j'en profite déjà pour poser la mienne. On a pu lire dans différentes publications, articles, et sur votre site, je pense aussi, qu'au moment du démarrage, de la mise en œuvre de la NUB, il était question d'avoir des fonds propres pour 70 millions d'euros. Bon, aujourd'hui, la collecte des fonds par les moyens des coopérateurs se monte à peu près à 1 million d'euros, hein, pour dire les choses. Mais donc, 1 million permettent d'abord de tenir des assemblées générales et de prendre des décisions importantes et nécessaires, et deux, d'avoir des fonds pour effectivement continuer à mettre en place le projet, mais dès l'ouverture, vous envisagez des fonds propres de l'ordre de 70 millions. Ça veut dire deux choses. Une chose, c'est qu'il faut récolter ces 70 millions. D'où viendront-ils? Quels sont les plans? Quelqu'un devra les apporter. Qu'est-ce que vous avez imaginé? Et deux, la question que je me pose, c'est pourquoi au démarrage, des montants quand même importants, des fonds propres de l'ordre de 70 millions devraient vous permettre d'accorder des crédits pour des montants de l'ordre pas loin du milliard d'euros, si on respecte, enfin des montants très importants. J'ai été surpris, agréablement surpris, tant mieux s'il y a des plans aussi importants, mais ça me semblait quand même, depuis le départ, important. Si tu pouvais développer un petit peu cette chose-là. Et puis une question réciproque entre vous deux. On a parlé de deux questions qui sont le domaine bancaire, mais qui sont quand même des projets différents. D'un côté, le développement public avec, dans la ligne de mire, Belfius, puisqu'elle est pour le moment 100% étatique, mais elle ne fonctionne pas comme une banque publique à proprement parler. Quelle est la réflexion des dizaines d'organisations qui sont à l'initiative et qui poussent à la création de NUB par rapport à une banque publique? Est-ce qu'il y a eu ce débat? Et en tout cas, comment est-ce que vous voyez, ou la complémentarité, ou la nécessité ou pas d'avoir ce type d'outil? Et la question peut-être dans l'autre sens de la part pour Nicolas, qui a participé, je pense, à la création de Crédal en son temps, si je ne me trompe pas, et qui était aussi une banque coopérative. Il a parlé de la banque publique. Quel rôle voit-il pour les banques coopératives dans le paysage? Parole à Philippe. Oui.
Donc, sur la question des 70 millions, donc, entre 50 et 70 millions d'euros sont nécessaires pour assurer la viabilité de la banque. Donc moi, je fais relativement confiance à une série d'experts du réseau financier alternatif, à des anciens banquiers. On a consulté à certains moments aussi Nicolas pour une série de questions pour comprendre comment c'est une banque. Moi, j'avais besoin de comprendre, donc j'ai demandé l'aide de Nicolas. Il y a une série de banquiers qui étaient chez Triodos ou qui étaient ailleurs et qui ont dit nous, on a envie de venir chez vous. Donc, c'est une banque qui est faite par des banquiers et pas par des syndicalistes ou par des mutualistes. Et qui nous disaient il faut moins 50 millions d'euros pour. D'abord, il y a des frais d'investissement importants en termes informatiques, en termes juridiques, etc. Il y a la mise en place d'une banque, c'est un gros investissement. Et puis, il faut être en capacité de ne quasiment pas gagner d'argent pendant 2 ou 3 ans et de vivre pendant 2 ou 3 ans. L'idée, c'est qu'on peut commencer à gagner de l'argent dans quelques années. Les premières années, on va faire que payer du personnel, investir dans des outils informatiques, dans des locaux, la communication, le secrétariat, etc. Et commencer à prêter, mais avant que les prêts te rapportent, il faut que des années passent. Donc l'idée d'avoir un capital important, c'est pas tellement qu'on a besoin du jour au lendemain de 50 millions d'euros, c'est que les investisseurs et la Banque nationale qui doit accorder la licence bancaire ne fera confiance à ce projet que si c'est une banque qui peut vivre en perdant de l'argent pendant quelques années, sans arriver à zéro, parce qu'évidemment une banque qui n'a plus rien, elle s'arrête. Et donc il faut qu'elle puisse commencer à gagner de l'argent après 2 ou 3 ans et retrouver le capital initial après 5, 6, 7 ans. Moi aussi je trouvais ça beaucoup. En même temps, je suis plutôt rassuré par le fait que les collègues qui travaillent de près dans le noyau de direction de cette future banque se donnent des exigences de prudence élevées. Je préfère avoir des gens qui disent qu'il faut 100 000 clients, il faut 50 000 euros, maintenant c'est plus 70 000, et millions, pardon. Plutôt que d'avoir des gens qui diraient on verra bien, on lance la banque et on verra bien ce que ça donne après. Maintenant, la question que tu poses, c'est aussi de dire d'où va venir cet argent. Mais en gros, on est capable, sur nos propres bases, de récolter quelques millions d'euros. 50 000 personnes qui donnent 20 euros, ça fait 1 million. 100, 200 organisations qui mettent 5, 10, 20 000 euros. Mon syndicat a mis 40 000 euros. Ça peut faire 2 millions, peut-être 3 millions. Donc on est très loin du compte dans tous les cas. Et donc l'idée, c'est qu'avec cet argent-là, on est capable de traverser les 15 ou 16 ou 18 mois entre la décision de dire on crée une banque et le jour où vous pourrez aller sur Internet, dire je crée mon compte, je verse de l'argent, je fais que la banque existe. Après, pour passer de cette étape de création et de lancement de la banque à la banque qui est ce capital-là, il faut des investisseurs. Alors, les 3 régions du pays ont dit qu'elles avaient de l'intérêt à mettre de l'argent, pas comme des dons ou des subventions, mais comme du capital qui s'est souscrit de cette coopérative. Un certain nombre de banques coopératives à l'étranger ont dit qu'on peut souscrire pour aider au lancement de la banque belge. Et puis, on va devoir se tourner vers des investisseurs tout à fait classiques. Des gens qui veulent placer de l'argent et en gagner. Alors, en gagner modestement, parce que 6% c'est pas beaucoup, mais qui pensent que ça peut être un bon projet. Et quand tu dis les 3 régions, c'est qui? La région wallonne, la région flamande, les exécutifs, les gouvernements. Les gouvernements. Il y a des engagements, pour l'instant, pas encore chiffrés, mais des engagements, de mettre de l'argent public. Ouais. Les 3 gouvernements ont des sociétés de participation qui mettent de l'argent dans des tas la SDRB, Oui, je ne suis pas sûr que c'est celle-là, mais il y a des sociétés de participation financière de fonds publics dans des entreprises, comme dans Belfius par exemple. Là, l'idée, c'est pas qu'ils prennent 100% du capital, mais qu'ils mettent quelques millions, sans doute. Dans les étrangers. Les banques coopératives étrangères, hein, donc la Caisse des Jardins, la Banque Aetica, la Banque Mondragon, des choses comme ça. Donc ce serait eux, les étrangers qui investiraient. Oui, donc on n'a pas sollicité la Citibank et pas des gouvernements. Non, ça je ne crois pas qu'on a fait. Après, il y aura des investisseurs. Et donc il y aura des gens qui seront membres de la coopérative avec du capital. L'idée, c'est qu'il y a 3 types de parts ABC dans la coopérative. Un citoyen devient membre de la coopérative, un citoyen s'il met 20 euros. Ça reste comme maintenant. Une organisation devient membre du collège d'organisation si elle met 2000 euros. Je vous ai dit, ça peut être plus.
Mais mon syndicat, par exemple, n'aura pas 20 fois plus de voix en ayant mis 40 000 euros que la maison de quartier de Jean Mou qui a mis 2 000 euros. Ce sera les organisations. Et puis un troisième collège, qui est le collège des investisseurs, il faut mettre au moins 200 000 euros. Et donc là, des gouvernements, des banques coopératives étrangères, des institutions financières qui veulent placer de l'argent. Alors l'avantage est qu'aujourd'hui, les rendements financiers sont quand même assez bien tombés, donc un certain nombre d'institutions financières cherchent des manières de placer leur argent de manière rentable mais prudente. En termes de gestion, ça veut dire quoi? Je vous ai dit, un homme, une voix, eh bien, dans chacun de ces trois collèges, ce sera la même règle. Et pour prendre des décisions, il faudra qu'il y ait une majorité dans chacun des trois collèges. Ça veut dire que la politique de crédit de la banque, par exemple, ou le développement de la banque, demandera que dans le collège citoyen, dans le collège des organisations et dans le collège des investisseurs, il y ait un accord avec la majorité dans chacun des trois collèges. Pour changer le statut de la banque, statut qui est une coopérative, qui interdisent, par exemple, de fusionner ou de mettre les moyens avec une banque marchande, banque coopérative, ce qui a été la mort de la BACOP, hein, qui s'est mariée avec le Dexia et qui a fusionné. Il faudra 80% de chacun des collèges. Ça veut dire qu'il faudrait que 80% des citoyens et 80% des organisations et 80% des investisseurs décident de faire autre chose avec leur banque. Donc ça, c'est vrai que je disais, on veut une banque qui soit éternellement une banque coopérative. Rien n'est éternel, mais changer le statut de la NUI sera très difficile. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Sur la question de Belfus, je n'ai pas connaissance de position de toutes les organisations qui sont membres de la NUI. Ce que je sais, c'est que mon syndicat trouve que Belfus devrait devenir ou rester une banque publique. Mais on sent aujourd'hui très très peu de volonté nulle part, en tout cas dans le monde politique, de faire de Belfus une banque publique. Et j'avoue qu'on n'a pas encore trouvé ou mis les moyens de se battre vraiment pour ça. Une réaction aussi vis-à-vis de la banque coopérative et d'autres choses. Laissez-moi rêver. Laissez-moi rêver, en fait, comment je verrais une situation où, en fait, on a une économie avec toutes les valeurs que Philippe vient de rendre, mais où il y a un système bancaire. Un système bancaire qui est, j'insiste, est indispensable. Parce que, regardez, lorsque vous voulez acheter, vous n'avez pas l'argent voulu pour l'acheter. Donc, vous en prenez un crédit hypothécaire. Vous avez un besoin à court terme parce que un de vos enfants ou un de vos parents sont malades. Vous prenez un crédit à court terme. Vous avez un compte, etc. Donc, vous avez absolument indispensable. Donc, je dirais, abandonnez toute l'idée que sans banque, c'est le bonheur. Juste le contraire. Avec le banque, il faut avoir le bonheur. Mais faut-il avoir des banques privées capitalistes? Moi, j'ai des doutes profonds à cet égard. Parce que la Belgique, l'histoire de la Belgique le montre. Ce n'est pas par option idéologique, je dirais. C'est l'histoire de la Belgique a montré qu'en fait, des banques publiques, il y avait 6 jusqu'au début, il y a 20 ans, jusqu'il y a 20 ans, 6 banques publiques qui fonctionnaient parfaitement bien, au plus grand bien des citoyens belges, et tous les citoyens belges, jusqu'aux enfants en gardien qui déjà pouvaient avoir un carnet d'épargne à la Caisse générale. Donc, je dirais qu'on peut très bien imaginer, sur base d'expérience historique, donc ce n'est pas une espèce d'utopie, qu'on a un système bancaire où il y a des banques coopératives qui sont en fait des banques d'épargne, pour employer le terme correct, c'est-à-dire que ne prêtent que l'argent qu'on lui a déposé. Ça, c'est une banque d'épargne. Il y a des banques qu'on appellerait des banques, j'hésite sur l'appellation banque commerciale. C'est comme les banques que vous connaissez, parce qu'ils sont inondés de banques, qui font en fait non seulement l'argent qu'ils ont reçu, qui font de crédit de cela, mais créent la monnaie véritablement. C'est de rien, d'une certaine manière, qu'ils octroient un crédit, mais sur votre compte, mais qui est une simple opération informatique, et qui, de cette manière-là, accompagne le développement économique.
Parce qu'au fur et à mesure qu'il y a un développement économique, eh bien, il faut financer de plus en plus. Et donc, cette fonction-là n'est pas assurée par les banques d'épargne. Les banques d'épargne y contribuent et qui ont l'avantage d'avoir une formule qui est fort démocratique, et Philippe vient de démontrer qu'en fait, une démocratie est imaginative. Je ne connaissais pas ces détails, je trouve c'est intéressant que des institutionnels, des épargnants un peu conséquents, et puis le Kidam, toi et moi, etc., chacun a sa part et a autant de voix dans la décision. Je trouve cette formule intéressante, ces 3 collèges, je trouve c'est très très sympathique. Voilà, qui est un type de fonctionnement qui n'aurait probablement pas des dimensions gigantesques. Et pourquoi? Parce que veut rester tout à fait démocratique. Mais est-ce que, en fait, la démocratie peut fonctionner à n'importe où, dans n'importe quel point du système? Ce n'est pas par un menti. Les banques publiques dont je parlais, donc les banques qui créent la monnaie en faisant du crédit, puisque l'argent disponible, en fait, ce qui est une banque commerciale, tout ça, en fait, peut entrer en système et ça ne doit pas du tout être ni privé ni capitaliste. Aucune nécessité qu'on me démontre pourquoi une banque devrait être privée et capitaliste. Je n'ai jamais compris. Parce qu'une banque doit être bien gérée. Et c'est une tâche qui n'est pas facile. Moi, je respecte beaucoup de mes anciens collègues qui ont géré une banque. C'est une gestion aussi compliquée que la gestion d'une entreprise sidérurgique. Il faut savoir que c'est compliqué. Donc, ça peut être un public. Donc, ça peut être Belfius. Ça peut être futur Fortis étatisé. Ça peut être aussi un regroupement de séries de banques européennes. Parce que probablement, il faut réfléchir davantage maintenant à l'échelle européenne. Parce que certains types de crédits ne peuvent être accordés qu'en grand volume. Lorsque vous financez un avion de A350 je sais pas, sur lequel on voyage, il faut pas une banque, mais une série de banques qui financent cela. Donc, il faut avoir une certaine taille pour le faire. Que les banques coopératives probablement n'auront jamais la taille voulue. Et faut-il d'ailleurs nécessairement qu'ils aient cette taille? J'en suis pas convaincu. Et puis, donc, deuxième élément de mon rêve de futur système bancaire. Le troisième, évidemment, dont Franco parlait, d'une banque centrale qui véritablement équilibre, qui assure un certain nombre de choses communes, notamment le réseau de paiement. Donc, en fait, on utilisait banque contact, je ne sais pas de quelle carte de crédit, carte de banque. Ça, très bien, la banque centrale ici, comment s'appelle le boulevard là-bas, pourrait enfin faire quelque chose, parce que je me demande ce qu'ils font d'abord. Mais donc, ils pourraient avoir une tâche bien respectable à faire. Bien sûr, surveiller aussi que ni les banques coopératives, ni les banques publiques ne fassent pas de bêtises. Il faut un contrôle extérieur, bien entendu. C'est tout à fait entendu. Et puis, empêcher, ce que je crois j'ai commencé, à empêcher qu'il y ait un tierce puisse avoir un regard, une pénétration dans le système, pénétration au sens informatique militaire, pénétration dans le système. C'est une banque centrale qui peut très bien se donner cette tâche qui se donne malheureusement pas du tout. Voilà, mon rêve d'un futur système bancaire à trois larrons de types très différents, banques coopératives, banques commerciales de grande taille et banques centrales. Voilà, je dirais que c'est un domaine totalement possible. Il ne faut même pas faire le grand soir pour ça. Je dirais que c'est dans nos moyens, je dirais, il faut obtenir la majorité politique. Ça ne signifie pas étatiser tout le monde. La banque coopérative n'est pas étatisée, c'est une banque de caractère associatif, participatif, c'est une autre chose. La banque publique, c'est une banque commerciale appartenant à l'État. La banque centrale, c'est quelqu'un qui est chargé de voir quand même que le système fonctionne correctement, etc. Voilà mon rêve.